Bonjour, mon nom est Kim Lachapelle, je suis vice-présidente stratégie, risque et performance à l'Autorité des marchés financiers. Sur le plan personnel, c'est un véritable privilège pour moi que d'animer aujourd'hui ce colloque virtuel sur le thème de la diversité au sein des conseils d'administration et de la haute direction de nos émetteurs assujettis. Au nom de l'autorité, nous vous remercions d'être présents en si grand nombre aujourd'hui et de l'intérêt que vous portez au sujet de la diversité. Avant d'aller plus loin, quelques points d'information sur le déroulement du présent webinaire. Tous les participants seront en mode écoute seulement. Vous pourrez à tout moment envoyer des questions destinées à l'un ou l'autre de nos invités via l'interface prévue à cet effet à la droite de votre écran. Finalement, veuillez noter que la séance d'aujourd'hui sera enregistrée et disponible ultérieurement pour visionnement sur le site web de l'Autorité. Alors, pour soutenir cette discussion, nous sommes ravis d'avoir avec nous, à titre d'invités, des représentants du marché de tous les horizons, toutes des personnes chevronnées et connues dans le monde financier au Québec. Je vous les présente. Monsieur François Dauphin, président-directeur général de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques, ou l'IGOP. Monsieur Jimmy Jean, vice-président, économiste en chef et stratège, études économiques du mouvement Desjardins. Madame Kim Thomasin, première vice-présidente et chef des placements au Québec et de l'investissement durable de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Et enfin, Madame Martine Turcotte, présidente du conseil de l'IAS Québec et administratrice de société. Nous avons aussi le plaisir de compter parmi nous M. Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers et président des autorités canadiennes en valeurs mobilières depuis maintenant plus de 6 ans. Dans un premier temps, j'inviterai Louis Morisset à nous mettre à la table pour cette discussion. Il partagera avec nous certaines questions fondamentales auxquelles nous réfléchissons actuellement en tant que régulateur de marchés financiers. Puis, chaque panéliste nous donnera sa perspective en quelques minutes, après quoi je leur poserai quelques questions afin de stimuler le débat. Une période de questions suivra à la toute fin, au cours de laquelle vous pourrez transmettre vos questions par écrit. Vous pourrez le faire aussi au fil du webinaire. Elles pourront être destinées à l'un ou l'autre de nos invités. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Louis. Bien, merci beaucoup, Kim. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue et je vous remercie évidemment d'être parmi nous aujourd'hui. Il me fait plaisir de mettre en contexte cette importante discussion sur la diversité au sein des conseils d'administration et de la haute direction des émetteurs assujettis. Je tiens à remercier chaleureusement tout d'abord nos 4 panélistes qui ont accepté de partager avec nous aujourd'hui leurs perspectives et leurs réflexions sur le sujet. L'inclusion et la diversité sous tous ses aspects sont des sujets d'actualité dans la société en général et de plus en plus au sein des émetteurs assujettis. Les investisseurs, particulièrement les investisseurs institutionnels, se préoccupent plus que jamais des facteurs ESG dans le cadre de leurs décisions d'investissement et de vote. Et le système de gouvernance en place au sein des entreprises demeure évidemment toujours un grand pan de leurs préoccupations. Au cœur de la gouvernance d'une entreprise, il y a bien sûr son conseil d'administration et son équipe de haute direction. S'il demeure absolument primordial qu'un conseil soit composé d'administrateurs légitimes, crédibles et hautement compétents, les avantages d'une plus grande diversité dans la composition des conseils d'administration ne sont plus, à mon avis, à démontrer aujourd'hui. L'histoire relativement récente nous indique clairement que la propension à développer une pensée groupale au sein de conseils d'administration trop homogènes peut être extrêmement nuisible, voire même fatale aux entreprises. On n'a qu'à penser ici au cas de Enron, de WorldCom, et on sait tous qu'il y en a bien d'autres, des cas où le phénomène du groupthink au sein des conseils d'administration a été clairement démontré et documenté. Une plus grande diversité au sein des conseils d'administration favorise entre autres l'émergence de perspectives ou de points de vue différents, même discordants, qui viennent ébranler positivement la trop forte cohésion qui règne parfois au sein des conseils d'administration.
Comme vous le savez, les autorités canadiennes en valeurs mobilières ont mis en œuvre en 2014 de nouvelles exigences de divulgation qui visaient spécifiquement l'aspect de la diversité le plus évident, soit la diversité de genre. Les règles que nous avons mises en place exigent notamment que les émetteurs non émergents fournissent annuellement de l'information sur la représentation féminine au sein de leur conseil et de la haute direction. L'objectif premier derrière ces règles était, et demeure encore aujourd'hui, d'offrir aux investisseurs un éclairage pertinent sur la place qu'occupent les femmes au sein des conseils d'administration et des équipes de haute direction des émetteurs non émergents, pour leur permettre, s'ils le souhaitent, bien sûr, d'intégrer ces informations dans leurs décisions d'investissement et de vote. En agissant de la sorte, nous sommes demeurés dans les balises de notre rôle traditionnel de régulateur de marché, qui vise la protection des investisseurs et l'efficience des marchés, en mettant l'accent sur la transparence et la mise à la disposition des investisseurs de l'information leur permettant de prendre des décisions plus éclairées. L'effet indirect, mais prévisible et même souhaité de nos nouvelles règles, qui mettent le projecteur directement sur la représentativité féminine, était de créer une certaine pression sur les émetteurs et un contexte favorisant une plus grande place faite aux femmes au sein des conseils d'administration et des équipes de haute direction. C'est d'ailleurs dans cette perspective que nous publions chaque année depuis 2015 un rapport faisant état de la représentation féminine au sein des conseils et de la haute direction des émetteurs. Nous avons en effet jugé pertinent de fournir des données consolidées sur l'évolution de la représentation féminine chez les émetteurs pour bien cerner et mesurer l'effet de nos règles sur la situation réelle. Notre dernier rapport date de mars 2021. On y constate une amélioration notable depuis 2015 sur pratiquement tous les indicateurs. Par exemple, le pourcentage total des postes occupés par des femmes au sein des conseils d'administration est passé de 11 en 2015 à 20 en 2020. Les émetteurs comptant au moins une femme au sein de leur conseil sont passés de 49 à 79 lors de la même période. Les émetteurs comptant 3 femmes ou plus au conseil, quant à eux, sont passés de 8 à 20 Par ailleurs, les données sont encore plus encourageantes chez les émetteurs de grande taille. Les postes occupés par des femmes chez les émetteurs dont la capitalisation boursière excède 10 milliards de dollars sont ainsi passés de 21 en 2015 à 31 en 2020. Évidemment, il y a des différences importantes qui existent selon la taille des émetteurs et selon leur domaine d'activité. Certains diront par ailleurs que les progrès constatés ne sont tout simplement pas suffisants. De ma perspective, je crois qu'ils démontrent tout de même l'effet positif de nos règles et ils nous amènent aussi à pousser notre réflexion sur la suite des choses. Dès 2018, nous avons publié un document de consultation dans le but de déterminer si des exigences additionnelles devaient être considérées en lien spécifiquement avec la représentation féminine. Depuis cette consultation, les enjeux liés à la diversité au sens plus large, de même que l'intérêt des investisseurs pour ces questions, ont pris davantage de place. C'est donc dans ce contexte que nous abordons aujourd'hui la question de la diversité sous tous ses aspects et cherchons à mieux comprendre, d'une part, les besoins réels d'information des investisseurs afin qu'ils puissent prendre des décisions d'investissement et de vote éclairées, et d'autre part, les défis que pourraient rencontrer les émetteurs à fournir cette information. Nous nous intéressons également aux pratiques de gouvernance des sociétés dans le but de déterminer si notre encadrement demeure encore aujourd'hui adéquat. Tout au long de l'été, nous avons tenu des rencontres avec des émetteurs, des investisseurs et d'autres parties prenantes afin de comprendre leurs perspectives et nourrir notre réflexion sur les mesures à prendre le cas échéant. L'événement d'aujourd'hui est en quelque sorte le point culminant de cette première phase de nos travaux. En conclusion, et pour rapidement laisser place à la discussion, je vous laisse avec quelques questions fondamentales auxquelles nous devrons trouver réponse dans le cadre de la poursuite de nos réflexions. Est-ce qu'il serait suffisant, dans l'esprit de favoriser l'émergence de conseils d'administration et d'équipes de haute direction d'entreprises plus diversifiées, de forcer les émetteurs à dresser et divulguer le portrait de leur diversité sous tous ses angles, comme nous l'avons fait il y a quelques années au sujet de la représentation féminine? Ne serait-il pas plus opportun pour nous de sortir de notre rôle traditionnel de régulateur de marché et d'être plus incisif, voire même directif,
pour imposer le changement. En forçant les émetteurs, par exemple, à se fixer des cibles en matière de diversité au conseil et à la haute direction. Jusqu'où devrions-nous aller pour que les choses changent? Et où s'arrête notre rôle de régulateur de marché pour laisser place à celui de nos gouvernements? Pour ma part, tant à titre de PDG de l'Autorité des marchés financiers que président des autorités canadiennes en valeurs mobilières, je réponds que nous pouvons et nous devons faire plus pour favoriser l'émergence d'une plus grande diversité au sein des conseils d'administration et des équipes de haute direction des émetteurs, qu'il est important pour nous de statuer rapidement sur les moyens adéquats pour y arriver et qu'il s'agit là d'une de nos grandes priorités. Alors, je vous remercie de votre attention. Je redonne maintenant la parole à Kim qui animera la discussion. Je vous souhaite un excellent panel et encore une fois, merci de votre présence parmi nous aujourd'hui. À bientôt. Merci beaucoup, Louis, pour ces importantes pistes de réflexion qui serviront d'assises à la deuxième partie de ce colloque, au cours de laquelle nos invités nous entretiendront d'abord pendant quelques minutes de leur perspective sur la thématique de la diversité. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Kim Thomasin, qui sera suivie de Mme Martine Turcotte, de M. Jimmy Jean et enfin par M. François Dauphin. Alors, Mme Thomasin, Kim, à vous la parole. Merci. Alors, merci à M. Morisset pour ce mot d'introduction. Merci, Louis. Merci d'avoir mis la table aux échanges à venir. Merci à Kim Lachapelle, Martin Latulippe, puis l'équipe de l'Autorité des marchés financiers pour l'invitation. J'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui aux côtés de Martine Turcotte, François Dauphin et Jimmy Jean pour cette discussion sur le thème de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, quelque chose qui me tient à cœur. Le thème d'aujourd'hui est très à propos. Il est temps d'agir ensemble pour avoir encore plus de diversité au sein des conseils d'administration et des équipes de haute direction. On a encore du travail à faire. Chers amis et collègues, j'ai aimé les propos et les chiffres encourageants rapportés un peu plus tôt en entrée de jeu, mais on sait qu'on a encore à faire. À la Caisse, à la CDPQ, on prend des mesures concrètes en ce sens-là. Je vais y revenir lors de notre discussion. Il est aussi temps d'agir pour plus d'équité, de diversité et d'inclusion au sein de notre industrie et de la société en général. C'est ce dont j'aimerais vous parler au cours des prochaines minutes, si vous me le permettez. À la CDPQ, à la Caisse, on a une approche qui est distinctive. C'est notre capital constructif. On veut que le capital qu'on investit ait un impact. Notre objectif, c'est de combiner performance et progrès. Alors, on assure les rendements à long terme de nos déposants et on s'assure de mieux répondre aux grands enjeux auxquels on fait face collectivement. C'est un signal fort aussi qu'on envoie aux communautés et aux entreprises dans lesquelles on investit. Notre impact, il est là. Puis pour nous, l'appel collectif à la faveur de l'équité, de la diversité, de l'inclusion, le EDI, ça en fait partie, puis il est entendu. C'est pas nouveau. Vous nous entendez depuis plusieurs années à la Caisse. Ça fait plus de 20 ans qu'on s'y penche. Je voudrais que ça correspond en fait à une aspiration fondamentale des gens à plus de justice dans tous les domaines, y compris le monde des affaires. Chez nous, c'est une priorité. C'est d'ailleurs l'un des piliers de notre stratégie d'investissement durable. On en est convaincu, la diversité, c'est un gage de performance et de croissance pour les entreprises. Il y a plusieurs études qui le démontrent. Une qui nous frappe particulièrement, c'est celle de McKinsey qui a établi que les entreprises les plus diversifiées ont 24% plus de chances de bien performer par rapport aux sociétés qui sont moins diversifiées. Ce pourcentage-là s'élève à 33% pour les entreprises dont la diversité va au-delà du genre. Alors, c'est des chiffres qui sont révélateurs. À la CDPQ, on veut investir dans l'avenir, puis ça, c'est synonyme d'investir dans les personnes. Alors, pour nous, ça veut dire soutenir des entreprises qui placent l'équité, la diversité et l'inclusion au cœur de leurs priorités. Il y a un an, en octobre 2020, on a lancé Équité 25 à la 3. C'est une superbe initiative à l'initiative d'un groupe d'employés de la CDPQ
qui sont eux-mêmes issus de la diversité, puis un individu en particulier qui a eu l'audace et le courage de mobiliser les gens derrière son idée. C'était suite au décès de George Floyd. Puis il s'est dit, j'ai la chance de travailler pour une institution où on a la force d'agir. Alors, il est venu nous présenter cette idée qui a été endossée par tout le comité de direction. Alors, c'est une initiative dont on est particulièrement fiers. Pour moi, ça a marqué et ça démontre le pouvoir de la mobilisation autour d'une bonne idée. C'est un des résultats concrets de notre engagement vers l'équité, la diversité et l'inclusion. C'est une somme totale de 250 millions qui a été mis de côté dans ce fonds-là et qui va être déployé sur une période de 4 ans. Il s'agit du plus important fonds jamais créé à l'échelle nationale qui cible la diversité comme un levier de développement et d'expansion. Et les PME sélectionnées doivent s'engager à atteindre en 5 ans une représentation d'au moins 25 de gens issus de la diversité au sein de leur conseil d'administration, au sein de leur équipe de gestion et de leur actionnariat. Alors, ces 3 paliers-là, d'où le 25 à la 3 avec le 25 avec l'exposant 3. On parle ici de diversité au sens large, oui, diversité de genre, mais également des personnes issues des minorités visibles, des personnes autochtones. Ça pourrait également viser les personnes handicapées. Alors, c'est une définition très large de diversité à l'égard de ce fonds-là. Ce fonds-là offre des investissements entre 5 et 30 millions, en plus d'un accompagnement opérationnel pour la mise en place puis l'exécution du plan adapté sur mesure à la société en matière de diversité et d'inclusion. Ça veut dire que vous pouvez venir nous voir, puis vous avez un des 3 critères sur 3 et on va vous accompagner, dans la mesure où vous avez un plan réaliste, à atteindre les 2 autres paliers. Alors, en août dernier, on a annoncé notre premier investissement dans l'entreprise Applyboard, qui est un leader mondial en technologie de l'éducation. Ça a été réalisé par le biais de ce fonds-là. D'autres vont suivre. On a plusieurs dossiers à l'étude avec de belles réalisations et de belles ambitions. Équité 25 à la 3, c'est un exemple du poids et de l'influence de la Caisse, de ce qu'on peut faire pour entraîner des changements positifs au Québec et dans le monde. Alors, je reviens à notre idée de capital constructif. Chez nous aussi, on croit au pouvoir de la collaboration, que c'est seulement en travaillant avec l'ensemble des parties prenantes, les gouvernements, les investisseurs, les entreprises, les organismes et surtout la population en général, qu'on va pouvoir relever les grands défis de notre époque. Un peu comme on le fait aujourd'hui, on échange pour trouver, échanger les meilleures pratiques, puis trouver des façons de faire avancer les choses. Un autre exemple de ça, c'est notre engagement puis notre participation dans le réseau de leadership d'investisseurs, qui est connu comme étant le RLI ou le Investor Leadership Network, ILN, qui a été fondé en 2018 lors du G7 qui avait lieu ici à Charlevoix au Québec. Et ce réseau-là, c'est un regroupement de 14 investisseurs institutionnels à travers le monde. C'est 9 trilliards de dollars américains sous gestion. Et ensemble, on mène des actions concrètes pour favoriser une croissance juste et durable. En équité, diversité et inclusion, qui est un des 3 piliers. En changement climatique, qui est un deuxième pilier où on pousse pour une meilleure divulgation, l'adoption de meilleures mesures uniformes et en infrastructure durable. Alors, le réseau bénéficie d'un engagement au plus haut niveau des sociétés par le Conseil des PDG, qui est coprésidé par Charles Lemont, qui est notre président et chef de la direction. Et en juin 2021 dernier, les membres de ILN, de RLI, ont fait paraître un premier rapport en matière de diversité. On a fait une revue des meilleures pratiques, des défis, des opportunités que les investisseurs institutionnels ont dans leur approche face à l'équité, la diversité et l'inclusion. Et ces travaux-là nous permettent de comparer nos orientations en matière d'équité, diversité et d'inclusion et de bonifier notre réflexion pour toujours accroître l'impact de nos organisations en la matière. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on est convaincus qu'en poursuivant la collaboration avec nos pairs sur ces enjeux-là,
on va avancer plus rapidement, puis on va contribuer à faire progresser les choses dans notre industrie. Alors, je vous remercie de votre attention. J'ai bien hâte d'entendre mes collègues et de prendre part aux échanges avec vous par la suite. Merci beaucoup des projets et des initiatives certainement très intéressantes et pertinentes. Je passerai maintenant la parole à Madame Martine Turcotte pour son partage sur sa perspective ce matin. Alors, bonjour tout le monde. Merci à l'AMF de l'invitation et bonjour avec mes collègues panélistes. C'est toujours un plaisir de les retrouver. Alors, comme Kim, c'est un sujet qui est aussi très important pour moi. Comme membre d'un conseil d'administration, la question qui se pose, c'est pourquoi la diversité du genre ou la diversité au sens plus large est importante. Mais il y a plusieurs raisons. D'une part, on veut être le reflet de notre clientèle et des communautés dans lesquelles on est actif. D'autre part, aujourd'hui, dans un contexte où il y a une course de talents, on sait, on court après des talents, que ce soit au Québec ou au Canada ou ailleurs, il y a un enjeu de ce côté-là. Et si on veut attirer et retenir le talent, la diversité est d'autant plus importante parce que si on regarde les jeunes, ils sont très interpellés par les enjeux de justice sociale. Un autre point, c'est qu'au niveau des investisseurs, et Kim, tu le mentionnais dans tes paroles, ils sont de plus en plus concernés par les questions relatives au capital humain. Dans toutes vos conversations avec dans vos rencontres avec les relations d'investisseurs, c'est un thème qui revient constamment. Une chose pour moi, c'est une question de gestion de risque. Pourquoi? Parce que les parties prenantes que je mentionnais, que ce soit vos clients, vos talents, vos employés, les investisseurs, ben, ils peuvent voter pour aller voir ailleurs s'ils ne se reconnaissent pas dans votre entreprise. Et ça va devenir de plus en plus important. Deuxième chose, question performance. Kim le mentionnait, je le crois, on a de plus en plus de preuves, d'études qui démontrent qu'une équipe diversifiée, vraiment diversifiée à tous les points de vue, est beaucoup plus performante, plus créative, prend des meilleures décisions, tous des éléments de productivité. L'autre chose, c'est pourquoi on regarde la diversité au niveau du conseil et de la haute direction. Bien, quand vous regardez les employés, ils veulent pouvoir se reconnaître dans le profil du conseil ou des exécutifs. Donc, ça, c'est important. Maintenant, il y a 3 conseils que j'aimerais donner. Et ça, c'est vraiment important. La première, c'est qu'il faut éviter la mentalité de cocher la case. Et ça, j'ai toujours peur quand on essaie d'imposer des pourcentages et tout ça, c'est qu'on dit « Ah, je coche la case du pourcentage, j'ai rencontré la cible de diversité de genre, j'ai rencontré ma cible de diversité, de minorité visible. » Pour moi, si la diversité va avoir un succès dans l'entreprise, elle doit faire partie de l'ADN de l'entreprise et se retrouver dans toutes les facettes de l'entreprise, que ce soit du côté marketing, que ce soit du côté publicité, fournisseurs, etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, éviter les ghettos. Encore là, quand on me dit « Ah, on a rencontré notre cible », ben, ma première question, c'est « Ah oui, où? Dans quel domaine? Dans quelle ligne d'affaires? À quel niveau? » Par exemple, est-ce que ce sont des femmes dans le domaine juridique, dans les ressources humaines, dans le marketing? Ou est-ce que je trouve des femmes dans l'ingénierie, la technologie, la finance? Alors ça, c'est vraiment important. Une entreprise dont l'ADN se retrouve à comprendre la diversité, l'inclusion et l'équité va être diversifiée à tous les points de vue. La dernière chose pour moi, c'est important. Aujourd'hui, on parle de diversité au niveau conseil et haute direction, mais pour moi, ce qui est encore plus important comme investisseur, j'aime voir qu'une entreprise regarde vers l'avenir et bâtit son pipeline de talents diversifiés. Si l'entreprise fait énormément d'efforts de ce côté-là, même si elle n'a pas nécessairement tout de suite rencontré sa cible, j'ai beaucoup plus l'impression qu'elle va la rencontrer éventuellement. Donc ça, ce sont les 3 points qui sont très, très importants pour moi. Et sur ça, je retourne à Kim pour lancer le débat à Jimmy et à François.
Merci beaucoup, Martine. Trois pièges à éviter ou encore 3 éléments à garder en tête sur lesquels on va certainement revenir un peu plus tard dans notre discussion. Merci beaucoup. Alors maintenant, on passerait la parole à M. Jimmy Jean pour la présentation de sa perspective. Bonjour et dans un premier temps, j'aimerais saluer l'ensemble des participantes et des participants avec nous aujourd'hui et merci à mon tour à l'Autorité des marchés financiers pour cette invitation. Bien évidemment, c'est un sujet qui me tient à cœur et c'est aussi une priorité pour nous au Mouvement Desjardins. Et puis quand je pense à cette approche de divulgation dont on parle, je me dis que c'est évidemment bénéfique pour la représentativité féminine, mais aussi des diversités, des membres issus de la diversité au sein des conseils d'administration, au sein des postes décisionnels dans toutes les organisations. Et je pense que c'est un élément qui permet certainement de faire avancer les choses au niveau de la divulgation. Ça permet aussi d'avoir une prise de conscience collective sur l'importance de la représentativité autant féminine que éventuellement de la diversité. Donc, je pense que ça a été souligné là, dans les interventions précédentes. La démonstration a été faite très clairement, de manière très éloquente, que les entreprises avec une plus grande diversité étaient plus innovantes, plus performantes et aussi plus sensibles aux besoins de leur clientèle. Donc, nous, au Mouvement Desjardins, la façon dont on fait vivre ça, c'est qu'on a mis en place un profil collectif enrichi qui permet d'avoir une représentativité optimale de nos membres et clients au sein des conseils d'administration, à la fois au niveau des caisses qu'au niveau de la fédération. Donc, représentativité, par là, on entend la diversité des milieux, des membres et clients et du réseau des caisses. Évidemment, à l'intérieur de ce profil-là, la représentativité féminine occupe une place importante. On est d'ailleurs très fiers d'avoir reçu la certification Parité Or décernée par la gouvernance au féminin. Mais il reste qu'on veut s'améliorer encore dans les postes de cadre supérieur, entre autres. Comme ça a été mentionné, je pense que collectivement, il y a encore du chemin à faire. C'est pour ça qu'on a cette conversation aujourd'hui. Et il y a énormément, évidemment, de chemin à faire au niveau de la diversité, quelle qu'elle soit. Donc, d'élargir le concept de diversité et de continuer d'appliquer, de souligner cet impératif. Je pense que dans les milieux financiers, c'est désormais très bien compris. Il y a des programmes d'investissement ESG très étoffés et qui mettent l'emphase et qui exigent des résultats et qui exigent des données aussi. Mais l'influence que peut avoir le régulateur, c'est certain que ça pourrait pas nuire dans ce contexte-là. Donc, on pourra en parler peut-être un petit peu plus en détail plus tard. Moi, je suis aussi d'accord avec certains éléments qui ont été soulignés au niveau des pièges qui sont à éviter avec une approche qui se veut trop quantitative, qui repose simplement sur l'atteinte de cibles. Il y a toute une question, parce que l'atteinte de cibles, finalement, ça vise à répondre à l'aspect diversité. Mais on sait aujourd'hui pertinemment que ce n'est pas juste une question de diversité. L'effort doit être vraiment au niveau de l'inclusivité et de l'équité. Et là-dessus, c'est des composants qui sont beaucoup moins tangibles. Donc, ce n'est pas nécessairement avec des outils de divulgation que nécessairement les entreprises, qu'on peut s'attendre à ce que nécessairement les entreprises atteignent l'objectif qui est d'avoir des organisations à la fois diverses, inclusives et où on fait vivre une certaine équité. Donc, je pense qu'à la fois, il va falloir qu'il y ait une prise de conscience et ça va être au niveau des entreprises que ça va devoir se faire. Ça va devoir être exigé de la part des administrateurs, de la part des investisseurs. Mais encore une fois, c'est un effort qui est collectif. Le régulateur a son rôle à jouer, certainement les gouvernements ont leur rôle à jouer
dans cet objectif-là. Et il faut aussi reconnaître que ça va être un exercice de longue haleine parce que c'est pas d'hier dont on parle de diversité, d'inclusion. Et encore une fois, on l'a souligné, là, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Ça se fait pas en criant en ciseaux, c'est la preuve. Donc, il faut être patient, mais il reste qu'il y a des avancées, il y a une prise de conscience qui est plus élevée que jamais. Donc, ça permet quand même d'être optimiste pour que dans 5-10 ans, on se soit amélioré de manière significative. Alors, ça complète mes commentaires d'ouverture et je cède la parole à Kim. Merci beaucoup. Alors, des gestes pour exercer une certaine influence, pour faire avancer les choses dans une perspective à moyen terme pour apporter du changement, non pas juste au niveau de la diversité, mais aussi de l'inclusion, si j'ai bien saisi. Mais on y revient dans quelques minutes. Passons maintenant la parole à M. François Dauphin, qui nous amène aujourd'hui aussi une présentation avec des chiffres à l'appui. Alors, bonjour, merci beaucoup. Alors, merci évidemment à l'Autorité des marchés financiers pour cette invitation et bonjour et merci à mes collègues panélistes, évidemment, pour leur présence aujourd'hui et à tous les participants, bien sûr. Donc, effectivement, on a une petite présentation parce qu'à l'IGOP, évidemment, on s'est intéressé activement à la question de la diversité élargie depuis 1 an, donc maintenant, et on est sur le point de présenter une deuxième étude sur la question. Alors, il y a quelques statistiques. Je vous dirais qu'on a une approche peut-être un peu plus technique en matière de divulgation, hein, donc sur les points d'intérêt qui vont peut-être animer la discussion par après. Alors, peut-être la première diapo, en fait, si je relève un petit peu les développements récents en matière de diversité, donc sans vraiment passer à travers chacune des lois ou chacun des règlements d'une façon plus détaillée, je vous dirais qu'on trouve quand même, on réalise à quel point la diversité est véritablement un enjeu, une préoccupation majeure, une préoccupation de grande envergure pour à peu près toutes les juridictions dans le monde. Et donc, ça justifie en bonne partie donc, le colloque d'aujourd'hui et la discussion que nous avons. Mais on réalise qu'il y a quand même 2 approches ou 2 points focaux différents. Donc, en Amérique du Nord, hein, on le voit en Californie ou au Nasdaq récemment et au Canada il y a 2 ans, on a pris une approche où on s'est intéressé beaucoup à la diversité d'une façon plus large, hein, de ce dont on va discuter aujourd'hui. Et on s'est plus intéressé finalement, au-delà de la diversité de genre, à traiter des groupes désignés ou des communautés qu'on appelle sous-représentées au niveau américain. Du côté européen, on le voit en Allemagne, en France, mais aussi en Suisse et dans d'autres juridictions, je voudrais qu'on a fait un constat amer par certains gouvernements que les quotas qui avaient été imposés il y a quelques années ont été atteints hein, pour la majorité, donc les cibles ont été atteintes, mais malheureusement, ces cibles ne se sont pas transposées au niveau de la haute direction. Alors, on voit plusieurs juridictions maintenant, donc européennes, qui se posent la question si finalement ces quotas ne devraient pas être imposés aussi au niveau de la haute direction. Donc, on a un point focal un petit peu différent. On n'est pas encore, c'est pas encore positionné en matière de diversité plus large au niveau européen. Si on regarde un peu au niveau de notre expérience canadienne, hein, la diapo suivante, nous avons évidemment été les pionniers en la matière. La loi canadienne donc permettait ou faisait en sorte que les sociétés devaient effectivement présenter des renseignements relatifs à la diversité de leur direction et de leur conseil d'administration. On avait quand même défini d'une façon très contraignante là, les membres de la haute direction. On prévoyait donc 5 à 7 membres en moyenne, là, selon la définition qui s'était donnée. Mais ce en quoi le Canada était évidemment pionnier, c'est qu'évidemment, on a ajouté donc le concept de groupe désigné, hein, qui est calqué un peu sur les groupes d'équité en matière d'emploi. Et les groupes désignés donc, se composent donc des femmes, des autochtones, des personnes handicapées et des personnes qui font partie évidemment des minorités visibles. Ceci nous emmène donc à l'étude qu'on a menée l'année dernière, hein, donc à la page suivante. On a fait quelques constats. Donc, on s'est vraiment attardé à observer comment donc ces organisations qui devaient divulguer pour la toute première fois la diversité d'une façon plus large, comment est-ce qu'ils se sont acquittés finalement de ces exigences de divulgation. On se rend compte pour un premier point, donc ça c'est un point plus technique, là, mais le nombre d'individus qui étaient considérés pour la haute direction n'a pas du tout respecté la définition qui avait été prévue par le législateur.
En fait, la moyenne était plutôt de 16 membres à la haute direction. Donc, c'est un enjeu. Pourquoi c'est un enjeu? Bien, effectivement, on se rend compte que le dénominateur n'est pas commun pour la majorité des sociétés, ce qui nous fait un peu une problématique de comparabilité des données lorsqu'on compare évidemment des pourcentages. On parle de l'ambiguïté de la définition de certains groupes désignés. Il y a, au-delà donc de la définition elle-même des groupes, je dirais qu'une ambiguïté par le fait que les groupes ne sont pas mutuellement exclusifs. Donc, une personne pourrait être membre des 4 groupes désignés. Et dans le cas de certaines divulgations, on se rend compte qu'il était parfois très difficile justement d'établir si on en faisait face à une seule personne, 2 personnes, 3. Et donc, évidemment, ça vient un peu fausser les statistiques observées en bout de piste. L'un des problèmes aussi qu'on constate, et ça a été soulevé par plusieurs des émetteurs quand on lit leur documentation, on l'a aussi entendu d'une façon beaucoup plus informelle, il y a des risques importants associés au recours à l'auto-identification. On se rend compte que plusieurs personnes, pour des raisons bien personnelles, probablement très fort légitimes, donc ne souhaitent pas s'associer à l'un ou l'autre des groupes désignés. Puis, on parlait de mentalité case à cocher, mais c'est un problème si on fait évidemment du recrutement basé sur cette nature. Et il y a aussi un autre risque, évidemment, le risque de divulgation opportuniste. C'est un risque qui est non mesurable, mais qui n'est pas inexistant, donc simplement par le fait que, évidemment, on ne demande pas de preuve, évidemment, de l'appartenance. Bien sûr, certaines caractéristiques sont beaucoup plus apparentes que d'autres, mais ça demeure quand même un problème pour certains de nos groupes désignés. Finalement, on parle de cibles amalgamées. C'est un constat qu'on a fait chez de très nombreuses sociétés. On avait auparavant donc des cibles pour l'atteinte de représentativité des femmes, par exemple. Donc, on visait, par exemple, 30% de femmes sur le conseil. Et après donc l'entrée en vigueur du règlement, on a simplement ajouté femmes, virgule, autochtones, minorités visibles et personnes handicapées. Donc, évidemment, en amalgamant les cibles, on a peut-être dilué un petit peu l'effet et peut-être qu'on rate en quelque part donc, la cible ou l'objectif derrière l'ensemble de cette démarche. Maintenant, on a pu, pour une première fois, donc, avoir des données comparables. Donc, on s'est intéressé aux firmes du S&P TSX. Donc, ça correspond peut-être aux émetteurs de plus grande envergure par rapport aux données qui étaient données par Louis d'entrée de jeu. Et donc, ça donne des statistiques qui se comparent évidemment aux émetteurs de plus grande taille. Mais on a, par intérêt, donc, on a limité notre échantillon véritablement aux 70 firmes qui étaient donc incorporées au niveau fédéral, donc assujetties à la loi canadienne, et qui étaient les mêmes donc en 2020 et en 2021 pour qu'on puisse, pour une première fois, donc mesurer le progrès réel et individuel des entreprises donc, qui étaient au sein de cet échantillon. Donc, si on regarde la page principale, je dirais, donc celle au niveau des conseils, on voit donc le 30% qui correspond essentiellement aux données qu'on avait vues d'entrée de jeu, 31,4% en 2021, donc une progression intéressante. Je vous dirais que d'une part statistique, donc pour ceux qui sont peut-être moins, qui suivent peut-être moins ces données-là d'année en année, l'augmentation d'1% correspond à une augmentation relativement bonne en tenant compte évidemment du rythme de renouvellement plutôt lent des conseils. Bien sûr, quand on compare avec la dernière colonne, la population active, on se rend compte qu'on est encore bien loin du compte en matière de représentativité des femmes sur les conseils. Fait intéressant, les minorités visibles, donc celles pour lesquelles on n'avait pas de données avant 2020, on est passé de 4,4% lors de la première année de divulgation à 6,1%. Ce qui semble peut-être un peu plus intéressant, c'est qu'on a 1,7% d'augmentation, mais en termes relatifs, 1,7 sur 4,4, c'est évidemment en termes relatifs extrêmement imposant et significatif comme augmentation, même si, encore une fois, on est bien en deçà de la population active à 15,3%. Je vais me garder une réserve pour commenter les résultats au niveau des Autochtones et personnes avec incapacité. Les limites ou les constats qu'on a faits un peu plus tôt, évidemment, nous emmènent à une certaine prudence en matière d'interprétation, mais quand même, les données donc, sont disponibles pour vous, pour les observer. Si on regarde au niveau de la haute direction, donc à la page suivante, c'est là qu'on comprend peut-être un petit peu mieux nos collègues européens, évidemment, de s'intéresser à la question. On a une progression, je vous dirais, qui est minime, là, ou minimale, plus modeste, de 25,5 à 26,3 sur un an au niveau des femmes parmi la haute direction, mais qui est quand même bien en deçà de la représentativité qu'on constate sur les conseils. Et on est vraiment bien loin du compte, là, évidemment. On est à la moitié de la représentativité au niveau de la population active. Par contre, nette progression au niveau des minorités visibles de 8,7 à 10,6 %, donc presque 2 d'augmentation sur une même année.
simplement l'effet de la première année de divulgation. Donc, ça a été des statistiques qui nous ont un peu même surprises, je vous dirais, parce qu'au rythme de progression qu'on voit là, évidemment, on atteindrait des cibles intéressantes en matière de représentativité d'une façon assez rapprochée dans le temps. Donc, voilà, c'est quand même bien comme progression. Ce qui est intéressant, c'est si on pousse évidemment et on creuse un peu les données, vous avez la diapo suivante, donc l'évolution de la taille des dénominateurs, c'est-à-dire le nombre moyen d'administrateurs qui était constaté au sein des conseils, de ces mêmes conseils. Donc, on passe de 10,1 à 10,5. Ça semble modeste comme augmentation. Et au niveau des dirigeants, on passe de 16,6 à 16,8. Encore une fois, vous allez me dire, c'est infime comme progression. Mais si on observe d'une façon plus approfondie, donc à la diapo suivante, si on s'intéresse vraiment aux firmes qui ont divulgué avoir rajouté un membre issu de la diversité en 2021, évidemment, le taux est complètement différent. C'est qu'on se rend compte qu'on passe évidemment d'une moyenne de 10 à 11. En fait, 65% des sociétés qui disent avoir ajouté un membre issu de la diversité l'ont fait en accroissant la taille du conseil. Donc, on n'a pas remplacé quelqu'un, on a ajouté quelqu'un de nouveau au sein de notre conseil. On voit qu'on passe aussi de 20 à 22 au niveau des dirigeants. Ce que l'histoire ne nous dit pas, évidemment, c'est qu'on ne peut pas creuser pour ces détails. Est-ce qu'on a simplement révisé le périmètre pour englober le nombre de hauts dirigeants pour ajouter 2 personnes issues de la diversité, ou ce sont véritablement 2 ajouts dignes de foi? Eh bien, on espère évidemment que nos émetteurs sont bien intentionnés quand ils font évidemment une divulgation comme celle-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on regarde les différentes cibles à atteindre. Donc, à la diapo suivante, on voit qu'une première année de divulgation, on a parlé un peu plus tôt donc de l'appétit des investisseurs pour les questions de représentativité. Je pense que ça se traduit donc à la fois la divulgation et l'intérêt marqué pour les questions de diversité font en sorte que de plus en plus d'entreprises se fixent des cibles. Donc, on avait 45,7 en 2020, près de 65 de nos entreprises en 2021 qui se sont fixées effectivement une cible pour les femmes au conseil d'administration, et une augmentation aussi appréciable au niveau de la haute direction, alors qu'on est passé de 20 à 30 Ce sont des cibles peut-être plus modestes au niveau des conseils d'administration pour les autres groupes désignés. On voit la diapo suivante. Mais il faut voir de où on part. On était environ à 2 à 3 en moyenne des entreprises qui s'étaient fixées une cible à atteindre. Et on passe maintenant donc respectivement à 13, 10 et 7 respectivement donc pour nos minorités visibles, les autochtones et les personnes avec incapacité. Ce sont des statistiques similaires, je vous dirais, au niveau de la haute direction. Encore une fois, la diapo qui suit, où avant donc les exigences de divulgation de la loi canadienne, on n'avait virtuellement donc aucune société qui ne s'était fixé des cibles à atteindre pour les autres groupes désignés. Et donc, la simple introduction de cette obligation de divulgation a fait en sorte donc qu'on voit les pourcentages augmenter, atteindre donc moins 13 pour les minorités visibles, 7 pour les autochtones et 4 pour les personnes avec incapacité. Ceci dit, qu'est-ce qu'on peut retenir comme constat très généraux? Donc, simplement pour mettre la table à la discussion qui s'en vient, à la toute dernière page, donc, on voit que la divulgation, effectivement, a bel et bien eu un effet. Donc, on voit que les entreprises ont agi. Donc, si on se pose la question parfois, est-ce que cet outil est véritablement efficace pour promouvoir quelque chose? Bien, on le voit, effectivement. Donc, les entreprises ont bougé à la suite de cette obligation. Par contre, on se rend compte, encore une fois, qu'il reste beaucoup, mais vraiment beaucoup à faire en matière de représentativité des femmes, autant sur les conseils que sur les instances dirigeantes de nos entreprises. Et ça pose un peu un enjeu. On a vu qu'on a eu une progression un petit peu plus lente au niveau de la haute direction. Il ne faudrait pas que le troisième point, donc la sous-représentativité des membres issus des minorités visibles, devienne une autre avenue qui vient occulter en partie donc la difficulté qu'on avait ou le chemin qu'on a parcouru jusqu'à maintenant en matière de représentativité des femmes. À mon avis, donc, c'est 2 combats qu'on doit mener de front simultanément et non pas donc un qui occulte le premier. Donc, il ne faudrait pas perdre de vue. C'est un peu le risque lorsqu'on fait des cibles amalgamées, bien sûr. On a parlé, bien sûr, du lent rythme de renouvellement. Donc, des pourcentages, on doit s'attendre à ce que cette progression soit relativement lente. Mais on a vu donc l'intérêt marqué pour les entreprises de vouloir promouvoir ou d'inclure des membres issus de la diversité. On trouvait quand même une façon originale de contourner avec évidemment des aspects positifs et négatifs à ça. Mais on a accru donc la taille des conseils. Évidemment, on a considéré une taille de la haute direction aussi un peu plus imposante. Alors voilà, ça donne un peu
un portrait des statistiques ou des différentes données un peu plus techniques en matière de diversité, qui, j'espère, donc ouvriront un peu la discussion qui s'ensuit. Merci. Merci beaucoup, François, d'avoir pris le temps de préparer cette présentation et puis de la passer en revue. Effectivement, ça démontre le progrès, mais qu'il y a encore du chemin à faire. Ça met aussi la table pour la prochaine partie de cet échange qu'on a ce matin avec des questions un peu ciblées sur lesquelles j'aimerais vous entendre. Donc, dans un premier temps, j'aurai 3 questions qui s'adresseront aux 4 panélistes. Et puis après, on ira avec des questions spécifiques qu'on a préparées pour chacun d'entre vous. La première de ces 3 questions que je vous lance concerne la divulgation de l'information. Jusqu'à présent, on l'a vu, l'approche des ACVM en matière de diversité a été d'obliger les plus importantes, les sociétés les plus importantes, essentiellement celles qui sont cotées sur le TSX, à divulguer l'information concernant la représentation féminine sur les conseils d'administration et à la haute direction. Je vous entends ce matin et vous semblez tous être favorables à la nécessité d'aborder la diversité plus largement, au-delà de la diversité de genre. J'aimerais vous entendre, et là j'ai des sous-questions, alors je vous laisserai la liberté d'aborder toutes ou celles qui vous intéressent plus particulièrement. Mais quels défis pratiques est-ce que cela pourrait amener pour les sociétés que d'élargir la divulgation et d'y aller plus largement au-delà de la diversité de genre? Quelle autre obligation de divulgation devrait-on envisager ou suggérer des bonnes pratiques peut-être dans cette optique-là, au-delà de la simple divulgation d'informations possiblement? Et finalement, devrions-nous étendre ces obligations de divulgation à toutes les sociétés publiques, y compris les plus petites, les émetteurs émergents? Alors, je vous lance la question ou ces questions et j'aimerais avoir votre perspective à chacun. Et là, je vous vois à mon écran, c'est plus facile pour moi. On attend les instructions pour qui en premier, Kim? Bon, ben allez, si vous êtes prête, Kim, allez-y. Oh, ben merci. Alors, oui, l'approche d'imposer une meilleure divulgation concernant la représentation féminine sur les conseils et à la haute direction, c'est la bonne approche. Je pense que la présentation de François est frappante là, avec les données, l'accès aux données fiables, c'est le nerf de la guerre, c'est le point de départ là, pour fixer des cibles et des objectifs. Pour notre part, à la Caisse, on plaide systématiquement pour davantage de divulgation. On est très favorable. Notre saison à venir là, des procurations proxy là, en 2022, ce ne sera pas différent en ce sens-là. On va continuer nos démarches pour favoriser davantage de divulgation, surtout en matière de diversité, au-delà du genre. Alors, c'était une autre sous-question, mais à cet égard-là, on est d'ailleurs signataire fondateur de la Déclaration des investisseurs canadiens sur la diversité et l'inclusion de l'Association pour l'investissement responsable. Ça vise à améliorer la divulgation publique annuelle des données sur la diversité, aider les gens aussi à adopter des politiques, des objectifs puis des échéanciers, puis élargir puis promouvoir les efforts là, organisationnels pour éliminer les obstacles à la diversité et l'inclusion. Alors, ça va nous permettre de faire évoluer nos lignes directrices, nous, en la matière. Et oui, je pense qu'on doit aborder la diversité au sens large parce que c'est une attente, je pense, de la part de la population en la matière. On le voit comme un incontournable, c'est si on veut la prochaine étape. Ceci dit, le défi reste grand pour les femmes, on vient de le voir. Alors, on doit poursuivre nos efforts. Je ne voudrais pas qu'on se dise justement travail fait, job done, puis qu'on se donne des tapes dans le dos. Il faut vraiment poursuivre les efforts. Ceci dit, ce défi-là, il est encore plus grand pour ceux et celles qui sont issus des minorités visibles
puis des communautés autochtones, par exemple. Alors, aborder la diversité au sens large, c'est non seulement la bonne chose à faire, mais c'est aussi la bonne décision d'affaires. Et là, je fais le dernier lien avec l'autre question. C'est bon pour les grandes entreprises, puis c'est bon pour les petites entreprises aussi. Alors, oui, pour l'étendre à l'ensemble des sociétés. J'ai une petite question tout de suite avant de passer à un prochain panéliste, mais par rapport à la représentation, l'impact sur la représentation féminine et le chemin parcouru jusqu'à maintenant, est-ce que vous percevez qu'en augmentant ou en élargissant cette obligation de divulgation, ça pourrait avoir un impact négatif sur la progression qu'on voit au niveau de la représentation féminine? Je pense qu'il faut être vigilant, puis justement, pas penser que les défis reliés à la diversité de genre ont été réglés. Il faut continuer de travailler sur tous les fronts. Quelqu'un a mentionné tout à l'heure que les progrès réalisés demeurent fragiles, effectivement. Puis je voudrais que la pandémie nous a montré, puis le contexte post-pandémie, ça demeure un enjeu aussi pour les femmes. Alors, faut pas se défocuser, là, si on veut défocaliser de l'importance de continuer nos travaux de ce côté-là aussi. OK, parfait. Merci. Peut-être passer la parole à Martine. Merci, Kim. Écoute, je suis d'accord. Finalement, imposer la divulgation, mais parce que de toute façon, c'est la bonne chose à faire. De ce côté-là, je vois pas d'obstacle à la divulgation. Là où j'ai un petit peu une problématique dans la discussion que Louis posait, est-ce qu'on doit aller aussi loin que d'imposer des cibles comme organisme réglementaire? Et ça, j'ai un problème avec parce que ça enlève la flexibilité aux entreprises et ça met toutes sortes d'enjeux. La tension entre augmenter la diversité au sein du conseil, par exemple, est-ce qu'on augmente le nombre de personnes sur le conseil? Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont là? Il y a une certaine tension. Donc, oui à la divulgation. Oui, à divulguer des cibles, mais c'est l'émetteur qui devrait choisir sa cible, qui devrait dire comment ils vont y arriver, dans quel échéancier, et ce sera au marché de décider s'ils vont assez vite ou non. Donc, d'une part, il y a de ce côté-là. Maintenant, Kim, tu parlais, qu'est-ce qu'on peut avoir comme instrument pour s'aider? Ben, mettre une durée de mandat pour le poste d'administrateur, par exemple. Encore là, je ne verrais pas les autorités réglementaires imposer cette durée-là, mais elle devrait être divulguée, il devrait en avoir une. Mais encore là, c'est au choix de l'entreprise, étant donné où est l'entreprise. Est-ce que c'est une jeune entreprise? Est-ce que c'est une entreprise qui est en restructuration? Quel est son marché? Est-ce que c'est du côté financier? Est-ce que ça prend un apprentissage plus long pour un administrateur pour comprendre l'industrie et l'entreprise elle-même? Alors, c'est toutes des choses. Moi, je laisserais la flexibilité à l'émetteur, mais l'obligation de divulguer où ils en sont. L'avantage d'avoir une durée de mandat qui est fixée par l'émetteur, c'est que ça te permet d'un point de vue d'avancer l'agenda de diversité. Deuxièmement, c'est très bon pour une saine gouvernance, une bonne gouvernance, parce que tu renouvelles les perspectives, tu as des perspectives fraîches de nouveaux administrateurs, combiné à l'expérience d'administrateurs qui ont été là plusieurs années. Et la dernière chose pour un président de conseil, c'est toujours plus facile à gérer pour dire à quelqu'un, écoute, ton mandat termine dans un an, on doit prévoir la succession. Donc, il y a des instruments qui sont disponibles, mais je pense très important de garder de la flexibilité au niveau de l'entreprise et de laisser le marché décider si l'entreprise fait la bonne chose ou non. Merci Martine. Une réponse très efficace qui couvrait des sujets comme les cibles, la durée des mandats, que je souhaitais aborder aussi de façon peut-être un peu plus spécifique tout de suite après. Alors pour Jimmy et François qui vont suivre, moi j'ai pris note de ces commentaires-là. On revient sur ces deux thématiques-là si vous voulez bien.
Ce sont les bonnes questions, là, je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais si je passais la parole à Jimmy, pour la question de la divulgation, Jimmy, vous en avez parlé aussi dans votre propos d'introduction comme étant un outil pour faire évoluer. J'aimerais avoir votre perspective par rapport à la contrainte obligée à divulguer plus largement, divulguer d'autres au niveau d'autres choses au niveau de bonnes pratiques et aussi votre perspective par rapport à l'obligation d'imposer cette obligation-là à des émetteurs de plus petite taille également. Oui. D'abord, je veux juste mentionner quelque chose, parce qu'il y a un point important qui a été fait par Mme Turcotte d'entrée de jeu. Et puis, bon, étant un économiste, je vais mettre mon chapeau d'économiste un instant. On parle actuellement de pénurie de main-d'œuvre à tous les jours. Et malgré ça, en date du mois d'août, le taux de chômage de la population noire au Canada était à 10,8 %. C'est 3,8 points de pourcentage supérieur à la population qui n'était pas issue de minorités visibles. Sur la question de la performance, il y a une analyse de la Bank of America qui montrait que le rendement sur l'avoir des entreprises cotées sur le S&P 500, qui était au-dessus de la moyenne en termes de diversification de la main-d'œuvre, on parle d'un rendement sur l'avoir de 8 % de plus par rapport aux autres entreprises. Et on note aussi dans l'étude que les profils de risque des rendements sont inférieurs. Donc, non seulement il y a un bassin à aller chercher, mais c'est payant de le faire. Donc, quand on parle de diversité, c'est même plus juste un enjeu d'engagement social corporatif, ça devient carrément un enjeu de performance et de risque. Et ça, comme j'ai mentionné tantôt, les investisseurs l'ont compris depuis un certain temps, mais je pense que quand le régulateur entre aussi dans le coup, ça aide à consolider, à renforcer le message. Et la présentation de M. Dauphin en fait foi avec éloquence. Maintenant, au niveau d'autres obligations qui pourraient être, ou lignes directrices qui pourraient être demandées, je pense que c'est là qu'il pourrait y avoir des éléments intéressants dans l'avenir. Entre autres, au niveau de la formation obligatoire et de la sensibilisation par rapport au racisme, au biais inconscient, à la discrimination en entreprise, parce que c'est pas suffisant d'avoir, à mon avis, des obligations en termes quantitatifs qui portent uniquement sur les résultats. C'est là qu'on peut tomber dans le piège d'entreprises qui adoptent des mesures de façade, en anglais tokenism, mais qui ne vont pas plus loin pour vraiment faire vivre l'inclusion et l'équité. Je pense que l'actualité nous rappelle régulièrement que plusieurs personnes sont victimes de discrimination, n'ont pas les chances égales pour obtenir une promotion, par exemple. Donc, même si une entreprise atteint ses cibles de représentativité, ça ne démontre pas forcément qu'elle met en place toutes les bonnes conditions pour favoriser l'équité et l'inclusion à l'intérieur de ses murs. Ça ne démontre pas non plus que l'entreprise agit à titre de bon citoyen corporatif auprès de toutes les communautés dans lesquelles elle s'investit. Et le risque qu'il y a pour une entreprise, c'est que finalement, ça finit par se refléter et finalement, ça a un impact négatif sur sa réputation, sur l'engagement des employés. Donc, c'est pour ça que je pense aborder la diversité au sens plus large, oui, c'est une nécessité à mon avis, mais que dans l'avenir, il va falloir aller un petit peu plus loin pour s'assurer que non seulement ça soit une question de chiffres, mais aussi qu'on fasse vivre ces valeurs-là au sein des entreprises sur une base de moyen à long terme. Excellent point, merci beaucoup. François Dauphin, d'autres éléments à ajouter sur ce sujet-là, sur cette question-là? Oui, bien évidemment, si on parle de divulgation, je pense que la présentation un peu plus tôt en témoignait. Je pense qu'on est rendu là, évidemment, en matière de divulgation. Si ce n'est pas imposé par le régulateur, j'ai l'impression que les investisseurs, de toute façon, par les scoring ESG, vont nécessiter, donc les émetteurs n'auront pas le choix éventuellement d'entrer dans la danse de la divulgation pour bien illustrer donc quelle part ils font pour participer à ce principe d'équité et d'égalité des chances dans le futur. Ceci dit, on posait la question, est-ce qu'on devrait imposer les mêmes exigences au niveau des émetteurs émergents? J'en suis peut-être moins certain dans ce cadre-ci.
Je voudrais qu'une des problématiques qu'on a, évidemment, c'est de ne pas évaluer donc la diversité uniquement en vase clos. On arrive avec des obligations de plus en plus chargées. On a évidemment, aujourd'hui, on étudie la divulgation pour la diversité, mais il y aura la même discussion pour les changements climatiques, pour l'environnement et pour d'autres éléments de facteurs ESG. Quelque part, je ne veux pas non plus que les obligations deviennent trop lourdes ou trop contraignantes pour des petits émetteurs qui ont souvent des conseils d'administration composés de 3, 4 individus. Donc, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus difficile d'avoir une forme de représentativité claire, là, simplement sur la base arithmétique. Alors, pour ça, je pense que je serais moins en faveur pour les émetteurs émergents, quoiqu'on peut trouver des façons de les encourager à divulguer, puis avoir des politiques internes, évidemment, qui favorisent la diversité et l'inclusion, sans peut-être obliger dans ce cadre-ci. Merci beaucoup. Ça nous amène à la question que je voulais vous poser à tous les quatre concernant les cibles. Plusieurs sociétés se sont dotées de cibles pour atteindre la diversité de genre au sein des conseils d'administration et de la haute direction. On a vu dans la présentation de François tantôt que celle qui s'en était posée avait d'ailleurs bien progressé. Est-ce que le régulateur, donc, devrait emboîter le pas? C'est la question qu'on voulait vous poser aujourd'hui, et imposer la fixation de cibles de diversité qui soit plus large que la diversité de genre? Et qu'est-ce qui constituerait une bonne cible? Martine a déjà commencé à aborder cette question-là en suggérant de laisser aux émetteurs le soin de fixer des cibles qui leur conviennent. Au-delà de ça, j'ai envie de commencer avec vous, Martine, pour voir s'il y a d'autres éléments que vous souhaitiez mettre sur la table, et je passerai ensuite la parole aux trois autres sur cette question-là plus précisément. Merci, Kim. Écoute, moi, je dirais que l'organisme réglementaire doit demander et exiger une divulgation s'il y a une cible ou non. Mais ne pas imposer une cible elle-même. Je crois qu'il faut regarder l'émetteur dans son industrie, selon sa clientèle, laisser la flexibilité et comme je le mentionnais, le marché, les investisseurs, les clients vont regarder ce qui se passe dans l'entreprise. Alors, moi, je laisserai la flexibilité. Est-ce que ça va aller aussi vite que si on l'impose? Peut-être pas, mais je pense en général, les entreprises veulent faire la bonne chose. Mais est-ce que c'est 20 est-ce que c'est 30 est-ce que c'est 10 est-ce que c'est 40 pour la diversité au sens plus large, ou est-ce que c'est une représentation où on est dans la société en ce moment, où on vit avec une immigration plus ou moins importante? Moi, je prône plus l'obligation de divulguer, mais une flexibilité à choisir. Bien. Est-ce que les autres panélistes, vous êtes en accord avec ça? Kim Thomasin? Nous, on aime, oui, laisser une certaine flexibilité, mais que les gens adoptent des cibles et nous les partagent. Puis si je prends notre propre exemple, pour nous, ça a été un moyen très efficace. On dit souvent, là, ce qui se mesure se réalise, là, what gets measured gets done. Et on a vu que pour nous, c'était important d'établir des cibles claires, des cibles qui étaient mesurables. Alors, si je partage un peu ce qui a été fait du côté de notre parcours, une action clé qu'on a entrepris au cours des dernières années dans notre cheminement, pour nous, c'était d'obtenir une certification qui était reconnue à l'échelle mondiale. On a retenu la certification EDGE, mais pour plusieurs, c'est la certification de la gouvernance au féminin. Et avec la certification, nous, ça nous a permis de clarifier les critères liés à la progression de carrière, mais aussi d'établir pour nous des cibles de représentation féminine à tous les niveaux de l'organisation. Le message important de Martine au début, d'assurer l'avenir dans le pipeline de talent. Alors, on a vu qu'en se donnant ces cibles-là, on était capable de mesurer puis de progresser. Alors, au 30 juin, au 30 juin 2021, on avait 40 des membres du conseil de la CDPQ, qui étaient des femmes. Au comité de direction, les femmes, ça comptait pour 39 alors, on a vu là aussi une augmentation, et 23
de représentation féminine dans les postes en investissement, où on a encore à faire du travail, parce que je vous parlerai comment aussi c'est un bassin de nos gens, de nos talents diversifiés pour aller siéger sur des conseils d'administration et avoir cette première expérience-là, souvent qui est un frein initial avant d'aller à d'autres conseils d'administration. Alors, nous, cette certification-là, là, puis le fait de s'imposer à nous, ces cibles-là, ça nous a donné, je vous dirais, une légitimité additionnelle quand il vient le temps de parler avec nos sociétés en portefeuille, les émetteurs assujettis, de ces enjeux-là. Alors, ça nous permet aussi d'ouvrir le dialogue, puis de démontrer qu'on applique ce qu'on prêche, puis ce qu'on exige des sociétés. Alors, on est bien conscient qu'il faut aller au-delà de la diversité de genre, puis à cet égard-là, on a travaillé avec la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse là, pour se fixer aussi des cibles additionnelles qui sont liées aux minorités visibles et ethniques, aux Autochtones puis aux personnes handicapées. Alors, au 30 juin, puis je reviens au point de François à l'égard de la divulgation, autodivulgation, là, il y avait 23 de nos employés au Québec qui s'identifiaient à l'un des 3 groupes suivants, que sont minorités visibles, minorités ethniques ou autochtones. Alors, pour nous, les cibles, c'est bénéfique. Puis si j'ai entendu le commentaire de Jimmy tout à l'heure, puis de François au niveau du climat, c'est la même chose, c'est ce qui a été bénéfique pour nous. Excellent. Jimmy, sur cette question-là, pardon. Je ne vous entends pas. Pardon. Donc, là-dessus, on a des cibles également en termes de représentativité féminine sur le conseil d'administration, en termes aussi de représentativité des minorités visibles au sein de la haute direction. Encore une fois, pas du tout opposé à l'atteinte de cibles. Après tout, c'est comme ça qu'on fonctionne à tous les niveaux quand on veut obtenir des résultats dans une certaine direction. Donc, c'est normal de vouloir un moyen de mesurer notre progression, d'établir des jalons. Mais peut-être le danger, encore une fois, que je souligne, c'est qu'il faut faire attention de ne pas trop pas viser à tout prix à atteindre un chiffre. Juste pour dire on l'a fait, voilà, on a atteint l'objectif sans que réellement qu'il y ait des nouvelles valeurs, qu'il y ait un élément de transformation. Donc, ça veut dire, par exemple, si on a réussi à atteindre un certain objectif, un certain pourcentage en termes de diversité, est-ce qu'on a simplement réussi à diversifier le Boys Club, mais que dans les faits, dans les gestes, ça reste le même Boys Club? Boys Club sous forme déguisée, si on veut, ou est-ce qu'il y a vraiment une diversité dans la pensée, dans le style de pensée? Donc, on est loin de la simple couleur de peau ou de l'appartenance à un certain groupe. C'est pour ça que nous, on dit qu'il faut faire attention de ne pas envoyer un faux message. Autrement dit, si la diversité ne vient pas avec l'équité et l'inclusion, on n'aura pas réussi. Et ça peut même se retourner contre une entreprise, comme j'ai mentionné, s'il y a une impression d'un manque de sincérité. Donc, moi, j'ai envie de dire que si ces cibles-là incitent à focaliser uniquement sur l'aspect représentativité, l'aspect chiffre, et à négliger le côté plus intangible de l'inclusion, c'est peut-être même inutile. Donc, ça doit être un tout et tous ces éléments-là doivent faire partie des stratégies. Si on veut vraiment, parce que finalement, l'objectif, c'est de générer du changement dans la société, d'être un acteur de changement. Donc, si on veut vraiment atteindre cet objectif-là, il faut que tous ces éléments-là fassent partie de la solution. Parfait. Merci beaucoup. Je passerai tout de suite à François avec une question. En fait, je vais enchaîner sur la prochaine. Donc, votre position sur ces cibles mais plus particulièrement sur le régulateur ou l'importance pour le régulateur d'emboîter le pas et d'imposer la fixation de cibles.
Aussi, aborder un autre sujet que Martine avait abordé un peu plus tôt concernant le renouvellement des conseils. La présentation que vous nous avez mise à l'écran démontrait que j'étais intéressée de voir qu'il y avait des postes additionnels qui avaient été créés pour peut-être faciliter l'introduction de candidatures issues de la diversité, peut-être, même chose au niveau des comités de direction. Alors, est-ce que c'est un moyen qui serait efficace? Est-ce que on devrait fixer une durée maximale pour les mandats au sein des conseils d'administration pour assurer qu'il y ait suffisamment de vacances au conseil qui se créent pour aller vers le renouvellement des comités, des conseils de direction, des conseils d'administration, pardon. Alors voilà, je vous passe la parole. Merci. Là-dessus, je rejoins à la fois, je crois, Jimmy et Martine. Je pense que ça prend un échéancier, premièrement, qui est adapté à la particularité propre de l'entreprise. Hein. On devrait normalement se fixer, est-ce qu'on doit se fixer des cibles d'abord, hein, si on vient à cette question? Pour la même raison, je crois que les cibles doivent être fixées par les entreprises elles-mêmes, hein, parce qu'on part d'un certain point et on se souhaite évidemment un échéancier ou une cible éventuelle à atteindre. Évidemment, c'est différent pour chaque entreprise. Et d'ailleurs, on doit se questionner aussi sur qu'est-ce qu'on considère comme étant de la diversité, parce que chaque organisation a aussi ses propres besoins en matière de diversité. Hein, là-dessus, je rejoins un peu les opinions là, où on parlait évidemment de l'importance de la diversité de perspectives et la diversité de compétences, d'expériences ou de représentativité, je vous dirais, davantage des parties prenantes directes de l'organisation, plutôt qu'une représentativité de la population dans son ensemble. Donc, chaque organisation a véritablement donc, ses singularités qu'on doit respecter là-dessus. Et à mon avis, donc, ce n'est pas au régulateur d'imposer ni la cible, ni la fixation. Par contre, on pourrait utiliser la même approche que le législateur fédéral, là, où on a parlé évidemment d'une formule comply or explain, hein, donc se conformer ou s'expliquer. Donc, avec l'idée qu'on devrait possiblement se fixer des cibles, mais sans nécessairement les imposer en tant que telles. Maintenant, pour la durée des mandats, c'est un peu la même raison, la même explication. Je vous dirais que sur certains conseils, surtout si on devait fixer des durées, hein, certains conseils ont des environnements législatifs complexes, par exemple, des environnements de conformité extrêmement durs à apprendre. Et avec le nombre de réunions, par exemple, un administrateur devient véritablement efficace autour de la table, commence à créer de la valeur après 3, 4 ou 5 ans, parfois dans certaines occasions, dans certains types d'organisations. Là, si on lui montre la porte 2 ans plus tard, parce que c'est un mandat imposé ou une durée imposée, bien évidemment, on se coupe 20-30% de notre conseil annuellement, qui est véritablement la partie créatrice de valeur à l'intérieur de notre conseil, qui contribue activement à notre dynamique aussi interne et à challenger la direction, hein, et donc à faciliter les discussions. Donc, je pense que chaque organisation, en fonction de ses particularités, devrait donc se fixer les durées de mandat et ses mécanismes de renouvellement adaptés en fonction de son échéancier propre. Merci. Ça fait le tour des questions d'ordre plus général adressées aux 4 panélistes qu'on avait préparés. Pour vous, le temps file et merci beaucoup pour la générosité dans le partage de vos perspectives. J'ai quelques questions qui viennent de notre public sur lesquelles j'ai envie de vous lancer. Et puis, à vous de peut-être vous manifester pour y répondre. La première, c'est qu'on concerne la diversité et le développement durable, qui semble constituer les 2 sujets de l'heure. Est-ce que vous voyez un lien entre les deux? Tout le monde veut y aller. Moi, je dirais oui, parce que j'ai parlé en termes de le talent, la course au talent, le futur de l'entreprise, la gestion de risque. Écoute, développement durable, pour moi, c'est l'entreprise qui demeure dans le futur, qui contribue à la société. Oui, il y a un lien entre les deux. Il y en a qui vont dire, bon, développement durable, c'est surtout l'environnement. Mais pour moi, je vois que chaque
chaque item a un lien ensemble. On ne peut pas parler de développement durable sans parler de diversité, d'inclusion et d'équité. Pour moi, les deux vont ensemble. Absolument d'accord. Puis je pense que pour avoir une meilleure société, il faut qu'on vise à avoir plus d'inclusion, plus de diversité, avoir une ouverture sur le monde meilleur. Là. Tu sais, je veux pas être preacher avec vous aujourd'hui, mais ça va de pair. Puis nous, c'est un des piliers, la diversité, l'inclusion, l'équité, c'est un des piliers de notre investissement durable, de notre stratégie. Alors, c'est tellement lié. Au même titre que tout ce qui est environnement, même chose que c'est la bonne gouvernance, la saine gouvernance dont on parle aussi aujourd'hui. Alors, c'est dans un continuum. Alors, ça va vraiment de pair. Ma perspective là-dessus, je dirais que, comme vous savez tous, on est dans un environnement politique extrêmement polarisé à l'échelle mondiale. Évidemment, les inégalités, on l'a beaucoup vu dans le dernier cycle économique, les inégalités sont une raison importante derrière cette polarisation. Donc, quand on parle de durabilité, de développement durable, une des conditions, c'est d'avoir un système politique relativement stable, relativement prévisible. Et or, on a vu beaucoup de volatilité et d'événements qu'on n'aurait pas pensé qui se seraient survenus. Donc, l'exclusion, la marginalisation d'une tranche de la population, c'est très clair, ça a joué un rôle extrêmement important. Et est venu altérer, je dirais, le tissu social, le tissu politique. Et si ça continue dans ce sens-là, avec la polarisation qui est exacerbée en plus avec les phénomènes des réseaux sociaux, il en va de la solidité de notre système, des piliers finalement de notre système démocratique, capitaliste. Donc, les enjeux sont importants. Donc, cette exclusion-là va directement à l'encontre de la pérennité de notre système. Et c'est une des raisons pour laquelle il faut s'atteler à cette tâche-là. C'est pas facile, comme on voit, mais c'est carrément un enjeu incontournable, au même titre que quand on parle des changements climatiques, on dit que c'est incontournable. Mais ça aussi, si on veut qu'à l'avenir, on puisse avoir un climat qui demeure stable, qui demeure paisible, il faut absolument réduire ces inégalités-là, augmenter l'inclusion, augmenter la diversité. C'est la voie d'y arriver. Merci. François? Oui, ben, j'abonde évidemment dans le même sens. Je pense que la diversité et le développement durable, ça va de pair. On le sent, je pense que Martine a parlé évidemment des générations montantes là, qui ont un appétit énorme évidemment pour les questions de diversité, mais aussi évidemment toutes les questions relatives au changement climatique, qui ont mis une pression importante sur les investisseurs institutionnels qui eux-mêmes ont mis aussi une pression importante sur les conseils d'administration des sociétés cotées pour adopter vraiment des facteurs ESG à grande échelle. Je pense que le virage est déjà bien amorcé et on ne peut plus reculer. Puis je pense que les deux vont de pair et il en va en partie de la légitimité même des entreprises pour leur activité future. Donc, ça va de pair assurément dans ce cas-ci. Merci. Une dernière question qui n'est pas facile, je pense, mais tentons d'y répondre en quelques minutes avant de passer au mot de la fin. Le temps a passé bien vite. Le concept même de hommes et femmes est de plus en plus critiqué et les individus peuvent s'auto-identifier de plusieurs façons. Dans ces circonstances, comment réellement mesurer la diversité? Quelle question pour quelques minutes seulement? Est-ce que quelqu'un ose s'avancer? Je vais juste dire un débat qu'on a eu à la Banque CIBC. Si vous regardez notre politique de diversité du Conseil, écoute, ça a été un gros débat. Alors, plutôt de mettre une cible 30%
femmes. En passant, on est rendu à la parité, 50% dans les faits, mais la cible est de 30% au niveau du conseil. On a dit ça nous prend 30% hommes, 30% femmes et 30% hommes. C'est notre politique de diversité. Mais je vais t'avouer, écoute, va falloir y penser parce que déjà dans l'identification pour les employés, on commence à demander tous les genres et je pourrais même pas vous les lister parce que je suis pas bonne. Mais écoute, il y en a au-dessus de, il y en a plusieurs. Alors, et on s'est demandé si on devait le faire pour le conseil et on a décidé de pas le faire. C'est une petite gêne. Mais ça revient à l'auto-identification. C'est pas évident et ça, c'est un des obstacles qu'on a au niveau des employés. Je pense que plus on va développer un environnement inclusif, ouvert, transparent, qui est à l'écoute, d'être beaucoup à l'écoute, de plus en plus l'auto-identification va être facile. Mais je vais t'avouer, aujourd'hui, on regarde hommes-femmes, mais c'est intéressant que la politique de CIBC parle 30% hommes, 30% femmes, alors ça vous laisse un 40% ouvert. Merci. C'est très intéressant. D'autres perspectives là-dessus? On s'y penche actuellement. Ça fait partie de nos réflexions. Questions difficiles et questions sur lesquelles ça ramène beaucoup, comme Martine l'a mentionné, à l'autodéclaration, puis à l'importance des données dont François a fait la démonstration aussi. Et un des freins pour nous, quand on regarde à aller chercher des données à l'international, parce qu'on est présent dans plusieurs marchés, c'est qu'il y a même des marchés où on n'a pas droit de demander aux gens de s'identifier. De par la loi, on ne peut pas aller chercher l'information. Alors, ça complexifie les choses, mais on s'y penche. Ça fait partie d'un des chantiers qu'on a pour voir ça. Puis, ce que Martine mentionne que la banque fait, 30% hommes, 30% femmes, on a vu aussi 40% hommes, 40% femmes. Ça semble être une tangente là, qui a été adoptée puis qu'on dénote là, depuis quelque temps. J'ai hâte de revenir vous en parler quand on aura complété nos travaux. Parfait. C'est noté. Autre perspective là-dessus? Je peux me prononcer. Évidemment, la prise de position de l'IGOP valorisait justement 40% de mixité, précisément pour ne pas se cacher évidemment à l'un ou l'autre sexe, parce que la réalité qu'on connaît aujourd'hui et dans le futur, évidemment, peut-être que les rôles seront renversés un jour. Et d'une façon ou d'une autre, quand on parle de diversité de perspective, on veut maintenir quand même une certaine mixité au sein des conseils. Donc, je pense qu'une prise de position comme celle-là demeure entièrement valide à l'heure actuelle et répond en partie à l'interrogation du participant. Ceci dit, on a parlé de différentes formes de diversité. Dans l'exercice de l'an 2, on a vu que certains émetteurs quand même soulignent le fait, donc ils ne seront pas de groupes désignés tels qu'ils ont été établis par la loi, mais spécifiaient qu'ils avaient des membres issus de la diversité LGBTQ+, par exemple. Et donc, il y en a déjà qui en font la divulgation. Et je n'ai pas abordé d'une façon détaillée, mais plusieurs régulateurs à l'extérieur, donc entre autres pour la proposition du Nasdaq, intègrent donc la communauté LGBTQ+, aussi à l'intérieur des cases sur lesquelles donc les gens doivent s'auto-identifier. Donc évidemment, ça soulève toutes sortes d'autres enjeux. Peut-être qu'on n'a plus le temps avec quelques minutes à faire seulement au débat, mais effectivement, c'est une question d'envergure et qui va se poser dans l'avenir, assurément. C'est la même chose chez nous. Nos gens se penchent sur cette question assez activement. Chez nous, on a des formulaires d'autodivulgation également. Et effectivement, il y a des questions sur la communauté LGBTQ+. Donc, ça fait partie des groupes qui sont ciblés à être identifiés. Mais il reste qu'en termes d'application de ces cadres-là à un ensemble de sociétés, il y a plusieurs questions qui restent en suspens et sur lesquelles il va falloir se pencher plus en profondeur. Mais effectivement, une question très complexe. Merci beaucoup. Merci encore une fois à chacun d'entre vous pour avoir partagé vos réflexions. Ce sont des questions qui ne sont pas simples, mais qui sont combien importantes.
Au nom de l'autorité, je tiens à vous remercier chaleureusement donc pour avoir participé ce matin, avoir accepté notre invitation et vous être avancé sur des questions qui étaient un peu plus sensibles. On a noté plusieurs idées très intéressantes qui vont certainement nous être utiles dans la poursuite de nos réflexions afin de déterminer la suite des choses comme régulateur de marché. On a certains outils à notre disposition et on a donc une réflexion à faire pour voir comment on peut les mettre de l'avant pour accélérer le momentum qu'on perçoit et qui est en lien avec l'importance d'augmenter la diversité des conseils d'administration et des équipes de la haute direction. Louis l'a dit en introduction, c'est un sujet qui est non seulement important, mais il sera aussi important pour nous, comme régulateurs, de statuer rapidement sur les moyens adéquats pour parvenir. Et on en fait une grande priorité. Donc, j'espère que cette séance vous a plu. J'ai beaucoup apprécié, je le répète, mais c'est vrai. Et merci encore une fois pour votre participation et à tous ceux qui nous ont écoutés ce matin, merci d'être là. Merci de continuer à alimenter aussi nos réflexions dans le cadre de nos différentes consultations. C'est super important. Et donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci.